Déjà, première question autour de la table aux intervenants. Est-ce que vous êtes inquiet par la situation actuelle, vraiment inquiet, ou est-ce que vous dites ça va s'arranger, on va vite sortir des conflits, des différents conflits auxquels on fait face. Lartigol. C'est vertigineusement inquiétant, oui, il me semble. Oui. D'accord, mais vous ne tournez pas vers Alain Bauer, il va nous donner sa réponse dans un instant, donc c'est pas la peine de... Oui, voilà, c'est plutôt inquiétant. Oui. C'est plutôt inquiétant du fait notamment du profil de Donald Trump. Est-ce que vous êtes plus inquiet que d'habitude? Parce que non, mais arrêtez. Le profil de Donald Trump, c'est celui qui t'inquiète. Je suis plus inquiet par le profil d'Emola, moi. Moi, j'ai adoré la réponse de Lartigol. Moi, je suis plus inquiété par Khamenei que par... Une personne qui fait sa campagne électorale sur le fait que les États-Unis... Lartigol 2017. Une semaine de vacances et puis on reprend les fondamentaux. Exactement. À mon avis, il est retourné à la fête de l'humain. Merci. Un candidat qui fait campagne sur le fait que l'Amérique doit maintenant s'isoler, s'occuper des Américains et ne plus intervenir, et qui vise le prix Nobel de la paix, je le trouve assez versatile. Après, bien évidemment, tu me connais. Bien évidemment qu'il faut abattre le régime des mollahs. Par expérience... ça, tout le monde ne le dit pas, par exemple. Par expérience, c'est aux Iraniens de s'en occuper, d'abord. Donc c'est pas évident qu'il faut abattre le régime des mollahs. Si, mais me mets pas là-dessus. Non, mais tu dis que c'est pas aux Occidentaux de le faire. Je me souviens ce qui s'est passé en Irak, je me souviens ce qui s'est passé en Libye. Donc je pense qu'il fallait, pour le coup, le chancelier allemand a dit oui, le sale boulot a été fait, et il a fait pour nous tous. Donc Netanyahou a fait très certainement ce qu'il fallait faire concernant la mise à mal du système nucléaire. Mais qu'est-ce que tu reproches à Trump? Il y a une donnée que tu... Je dis simplement qu'il y a chez Trump quelque chose qui m'inquiète. Sauf qu'il y a une donnée qui est différente, il me semble. Tu parles de l'Irak ou de la Libye. Oui. Moi, je pense que la donnée qui est différente, c'est que la population iranienne est prête à renverser son Khamenei. Elle était prête à renverser aussi Kadhafi, mais non, mais là, il y a quand même juste une différence de taille. Ça s'appelle la bombe atomique. C'est-à-dire qu'en Libye, il n'y avait pas de bombe nucléaire. En Irak, les armes de destruction massive étaient un mensonge éhonté, alors que Sébastien Lecornu, encore ce week-end dans Le Parisien, a dit que les Iraniens étaient en passe d'avoir la bombe atomique. Ils avaient tous les éléments pour l'avoir. Bien sûr. Ah non, tu vas pas en plus dire que... je sais pas. Tu dis que c'est une fake news? Tu penses que Sébastien Lecornu ment? Tu penses que Trump ment? Tu penses que Israël ment? Ils étaient à 60% en uranium enrichi, qu'ils allaient très certainement vers une projection qui les dotait de cette arme-là. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on ait Alain Bauer, parce qu'on a invité. C'est pas pour écouter les mecs que j'ai vus depuis 2 heures. Merci. Merci. Excusez-moi, Alain, mais je préfère dire les choses. Alain, la même question que j'ai posée aux éditorialistes. Est-ce que vous êtes plus inquiet que d'habitude, ou est-ce que on a entendu plein de fois, parce que ce truc de la Troisième Guerre mondiale, on l'a entendu à chaque fois qu'il y a des conflits, on l'entend. Est-ce que on doit être plus inquiet que d'habitude, ou c'est dans la lignée de ce qu'on a pu connaître? Alors, comme toujours, il y a des cycles en matière de tension. Nous sommes dans un cycle élevé, puisque nous avons plusieurs événements en même temps. La Russie en Ukraine, que tout le monde a oublié, Israël à Gaza, et Israël et l'Iran. Alors, Israël fait effectivement le sale boulot de tout le monde, puisque tout le monde déteste le régime iranien, et tout le monde est très content de ce qui est en train de leur arriver, puisque personne ne lève le petit doigt. La situation est à peu près la même, d'ailleurs, vis-à-vis des Palestiniens. Je parle là bien des États et non pas des populations ou de ce qu'on appelle la rue arabe. Mais il y a là une situation où, à tout point de vue, sur le Hamas, sur les Houthis, sur le Hezbollah et sur l'Iran, Israël dispose d'un consensus international qui concerne à peu près tout le monde, sauf les très rares derniers alliés qui existent, c'est-à-dire un peu le Pakistan, et tous les autres se limitent à des déclarations très formelles et surtout pas lever le début du commencement du petit doigt. Le deuxième problème qui existe aujourd'hui, et alors je suis très très étonné du débat sur l'enrichissement nucléaire, parce qu'il faut le dire une bonne fois pour toutes, faire fonctionner une centrale nucléaire nécessite un enrichissement à 4%. Point. Tout ce qui dépasse 4% ne sert pas au nucléaire civil, mais uniquement au nucléaire militaire. Voilà. On peut se raconter tout ce qu'on veut en long, en large et sur les côtés, 60%, c'est largement inutile pour faire fonctionner une centrale nucléaire. Nous n'avons pas d'uranium enrichi à 60%, sauf pour nos propres bombes nuclaires. Donc ça ne sert qu'à une bombe nucléaire. Et par ailleurs, l'AIEA elle-même a découvert à Fordo un enrichissement à 83,7. 83,7. Donc la question de la bombe nucléaire ne se pose pas. C'était une volonté clairement affirmée, déterminée. Le fait qu'elle ait été assemblée, clairement non. Le fait qu'il y ait tous les éléments disponibles pour la construire, clairement oui. Voilà. Et donc il n'y a pas débat qu'il y a 409 kilos d'uranium à 60%.
probablement... Les vacances, ça lui réussit pas. Un peu plus à 83,7. Donc voilà, Israël a rendu service à tout le monde. La question, c'est quelle va être la réaction. Alors, l'Iran a la possibilité d'intervenir sur le détroit d'Ormuz, et les Américains ont parfaitement compris en disant aux Chinois, vous savez que l'essentiel de votre réseau de distribution passe par le détroit d'Ormuz, donc dites à vos amis iraniens que ça serait une mauvaise idée. L'Iran a dit nous répondrons de manière mesurée et appropriée, ce qui ne veut pas dire la fin du monde. Non. Donc voilà, et clairement, le fait qu'il n'y ait aucune position claire des Russes ou des Chinois, qui tous les deux ont une capacité forte d'influencer sur une interruption du conflit, ce que les Russes et les Américains avaient fait à Suez. Oui. Ils avaient dit aux Anglais et aux Français, stop, rentrez à la maison, et tout le monde était rentré à la maison. Donc je pense que les tensions sont élevées, le risque de Troisième Guerre mondiale est faible, parce que les trois principaux protagonistes de la guerre mondiale n'en veulent pas. Oui, après, il reste les dingues, c'est-à-dire les Coréens du Nord, les Pakistanais. Il reste le risque d'un conflit localisé. Les Coréens du Nord, tu as quelques incohérences avec le régime. Il y a un risque localisé indien-pakistanais où on n'a pas été loin du déclenchement de quelque chose il y a quand même 15 jours. Il y a un risque localisé chinois-indien dont on oublie. Il y a des tas de micro-conflits possibles et jamais on en a eu autant. C'est ça. Voilà. Donc je Donald Trump là-dedans. À plein de conflits. Mais Donald Trump, il est extrêmement rationnel. Il n'y a que les Européens qui ne comprennent pas Donald Trump. Je suis assez fasciné. Pour y habiter beaucoup et enseigner aux États-Unis, Donald Trump, il a une relation business, coût-avantage. Toujours la même. Et là, il avait un problème pardon, ça veut dire dégonfler. Trump always chills out. C'est-à-dire Trump fait beaucoup de bruit, mais en fait, il ne va jamais au bout. Il a voulu démontrer qu'il pouvait être un chef de guerre. Ça lui a beaucoup plu. D'ailleurs, mais cette opération, elle a été parfaitement menée, pensée depuis Obama. C'est une opération Obama qui a eu lieu. Elle est montée depuis 2011. Elle a été présentée en test à Ehud Barak, ministre de la Défense de Ehud Olmert et de Benjamin Netanyahu, ancien Premier ministre d'Israël en 2011, avec la première GBU 57. C'est la même opération. Elle est préparée depuis des années. Tout le monde se prépare à cette opération. Simplement, personne n'avait eu la fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire un affaiblissement suffisant de l'Iran et de ses alliés pour pouvoir la mener. Elle est menée. Donc, le risque nucléaire est devenu moins important. Les destructions sont massives. Je pense que les 409 kilos se baladent. Parce que 409 kilos, c'est, je le disais, alors je me suis trompé ce matin dans le nombre de valises, mais 8 valises à 50 kilos. Et ce sont des petits lingots d'un kilo. Donc. Ça peut se balader, sauf que pour en faire quelque chose, il faut les remettre à l'état gazeux et ça nécessite d'immenses installations, dont celle d'Ispahan qui, elle, n'existe plus. Celle de Natanz est quasiment détruite. Celle de Fordo, c'est tout le sujet. C'est pour ça que les Israéliens continuent à bombarder imperturbablement. Et puis il restera le dernier morceau qui reste, c'est la quatrième. Tout va bien. La quatrième installation qu'on n'a pas encore identifiée, enfin dont on sait où elle est, mais dont on ne sait pas ce qu'elle est devenue dans les bombardements. Il nous reste 2 minutes 40. Valérie Benhammi. Juste une petite question très rapide sur une déclaration de Donald Trump qui disait justement nous ne sommes pas en guerre avec l'Iran. Et l'Iran a dit nous ne sommes pas en guerre avec les États-Unis. Quand les deux protagonistes disent qu'ils ne sont pas en guerre, c'est qu'ils ne sont pas en guerre. Oui, et puis les Américains avaient prévenu des frappes. Tout le monde prévient tout le monde. Voilà, donc ça se passe bien. Quoi. Ah, mais c'est ça, tout le monde prévient tout le monde. C'est comme bon, chérie, je vais te tromper ce soir. Je rentrerai un petit peu tard. Non, mais voyez, je vous ai offert mes 2 romans vrais là. Exactement. Je raconte l'arrière-fond des vraies histoires en racontant comment la guerre d'Ukraine a commencé ou comment Taïwan sera la guerre qui vient. On a été un peu dépassé par les événements pour le tome 3, vous voyez, ça aurait pu être Iran, Israël. Opération Zelensky, mais bien sûr, la vraie histoire, c'est que derrière tout ce qu'on voit et ce qu'on raconte, il y a des tas de discussions secrètes, il y a des tas de négociations permanentes, tout le monde se parle tout le temps, et de temps en temps, vous avez une petite montée en pression et qui redescend. C'était ce qu'on raconte sur l'Inde et le Pakistan, c'est ce qu'on peut raconter sur la Chine et Taïwan. À un moment, quelque chose se déclenche. Mais en général, il y a toujours une discussion pour faire en sorte que ça n'aille pas trop loin.